souci de notre propre bonheur nous recommande la vertu de prudence. Le souci du bonheur d'autrui nous recommande les vertus de justice et de bienfaisance, l'une nous retenant de lui nuire et l'autre nous poussant à y concourir. La première de ces trois vertus nous est originellement recommandée par nos affections égoïstes, et les deux autres par nos affections bienveillantes, indépendamment de tout souci, pour ce que sont devraient être ou pourraient être, dans certaines conditions, les sentiments d'autrui. Cependant, un souci pour les sentiments d'autrui s'ajoute par la suite à ces affections et vient à la fois renforcer et guider la pratique de ces trois vertus. Nul homme n'a jamais pu, pendant toute sa vie, ou même pendant une grande partie de sa vie, parcourir d'un pas stable et uniforme le chemin de la prudence, de la justice ou de la bienfaisance, si sa conduite n'était pas guidée par un souci pour les sentiments du supposé spectateur impartial, de celui qui réside au-dedans du cœur, du grand juge et arbitre de la conduite. Si au cours de la journée, nous nous sommes écartés en quoi que ce soit des règles qui nous prescrivent, si nous avons été trop frugaux, ou pas assez, trop industrieux, ou pas assez, si nous avons nui en quelque mesure à l'intérêt ou au bonheur de notre prochain par passion ou par inadvertance, si nous avons négligé une occasion évidente et convenable d'œuvrer à cet intérêt ou à ce bonheur, alors celui qui réside au-dedans de nous demande le soir venu de rendre compte de toutes ces omissions et violations, et ces reproches nous font souvent rougir intérieurement de notre folie et de notre manque d'attention à l'égard de notre propre bonheur, ainsi que de notre indifférence et de notre manque d'attention plus grand encore à l'égard du bonheur d'autrui. Et bien que les vertus de prudence, de justice et de bienfaisance puissent, en différentes occasions, nous être recommandées presque également par deux principes différents, en revanche, les vertus de la maîtrise de soi nous sont, dans presque toutes les occasions, recommandées principalement et presque entièrement par un seul principe, par le sens de la convenance, c'est-à-dire par un souci pour les sentiments du supposé spectateur impartial. Sans la contrainte qu'impose ce principe, toute passion, en toute occasion, courrait pour ainsi dire vers sa satisfaction. La colère s'abandonnerait aux suggestions de sa fureur, la peur à celle de ses agitations violentes. Nul souci du moment ou du lieu n'amènerait la vanité à réfréner l'ostentation la plus bruyante et la plus impertinente, ou la volupté à retenir l'assouvissement le plus immédiat, le plus indécent et le plus scandaleux. Le respect de ce que sont, devrait être ou pourrait être dans certaines conditions les sentiments d'autrui est le seul principe qui, dans la plupart des occasions, frappe de terreur toutes ces passions rebelles et turbulentes jusqu'à les réduire à ce ton et ce tempérament dans lesquels peut entrer par sympathie le spectateur impartial. Certes, dans certaines occasions, ces passions sont contenues non pas tant par le sens de leur convenance que par des considérations de prudence quant aux conséquences mauvaises qui pourraient suivre leur satisfaction. Dans ces cas-là, les passions, bien que contenues, ne sont pas toujours subjuguées et demeurent souvent tapies en nous avec toute leur fureur originelle. L'homme dont la colère est contenue par la peur ne renonce pas toujours à la colère et ne fait qu'en remettre la satisfaction à une occasion moins dangereuse. Mais l'homme qui, en relatant à une autre personne le préjudice qu'on lui a fait subir, sent d'un coup la fureur de sa passion calmée et atténuée par sympathie avec les sentiments plus modérés de son compagnon, adopte d'un coup ces sentiments plus modérés et en vient à regarder ce préjudice non plus sous l'aspect sombre et atroce qu'il avait pour lui originellement, mais sous l'aspect plus tempéré et plus juste qu'il a naturellement pour son compagnon. Cet homme non seulement contient, mais encore subjugue en quelque mesure sa colère. La passion devient réellement moins forte qu'elle était d'abord, et elle est moins capable de le pousser à la vengeance violente et sanguinaire qu'il peut peut-être avoir projetée originellement. Les passions qui sont contenues par le sens de la convenance sont toutes en quelque degré modérées et subjuguées, et celles qui sont contenues seulement par des considérations de prudence sont au contraire fréquemment enflammées par le fait même d'être ainsi contenues, et parfois, bien après le préjudice qui les a fait naître, et alors que personne n'y pense plus, elles éclatent de façon absurde et inattendue, avec une fureur et une violence décuplées. Toutefois, la colère, comme toute autre passion, peut en certaines occasions être très convenablement contenue par des considérations de prudence. Il faut même nécessairement faire preuve de virilité et de maîtrise de soi pour contenir ainsi ces passions. Et le spectateur impartial peut parfois regarder cet effort avec cette sorte d'estime froide qui est due à cette espèce de conduite ne relevant que de la prudence vulgaire. Mais il ne le considère jamais avec cette admiration affectueuse
que lui inspirent les mêmes passions lorsqu'elles sont modérées et subjuguées grâce au sens de la convenance, jusqu'à ce point où il peut aisément entrer en elle. Dans la première façon de contenir des passions, le spectateur impartial peut fréquemment discerner quelques degrés de convenance, et même, si vous voulez, de vertu. Mais il s'agit d'une convenance et d'une vertu d'un ordre bien supérieur, bien inférieur à celle qu'il sent, transporté d'admiration dans la seconde façon de contenir les passions. Les vertus de prudence, de justice et de bienfaisance ne tendent qu'à produire les effets les plus agréables. De tels effets, qui recommandent originellement ces vertus à l'acteur, les recommandent aussi par la suite au spectateur impartial. Quand nous approuvons le caractère de l'homme prudent, nous sentons avec un contentement particulier la sécurité dont il jouit, en marchant sous la protection de cette vertu pondérée et réfléchie. Quand nous approuvons le caractère de l'homme juste, nous sentons avec un contentement égal la sécurité que tous ceux qui lui sont liés, qu'il s'agisse d'un lien de voisinage, de société ou d'affaires, doivent dériver de son scrupuleux souci de ne jamais offenser ou nuire à qui que ce soit. Mais nous approuvons le caractère de l'homme bienfaisant, nous entrons dans la gratitude de tous ceux qui se trouvent dans la sphère de ses bons offices, et nous avons, comme eux, le sens le plus haut de son mérite. Quand nous approuvons toutes ces vertus, le sens que nous avons de leurs effets agréables, de leur utilité à la fois pour la personne vertueuse et pour autrui, s'ajoute au sens que nous avons de leur convenance, et constitue toujours une partie considérable, voire souvent la plus grande partie de notre approbation. En revanche, quand nous approuvons les vertus de la maîtrise de soi, le contentement que nous donnent leurs effets ne constitue souvent qu'une petite partie, voire parfois ne fait nulle partie de notre approbation. Ces effets peuvent parfois être agréables et parfois désagréables. Et bien que notre approbation soit assurément plus forte dans le premier cas, elle ne disparaît pas totalement dans le second cas. La bravoure la plus héroïque peut indifféremment servir la cause de la justice ou celle de l'injustice. Et bien qu'elle suscite plus d'amour et d'admiration dans le premier cas, elle apparaît encore comme une grande et respectable qualité, même dans le second cas. Il en est de cette vertu comme de toutes les autres vertus de la maîtrise de soi. Elles tirent toujours leur splendeur et leur éclat de la grandeur et de la persévérance de l'effort qu'elles supposent et du sens élevé de la convenance qu'il est nécessaire d'avoir pour commencer cet effort et s'y tenir. Les effets de cet effort, eux, sont souvent trop peu pris en considération. Septième partie des systèmes de philosophie morale. Des questions qui doivent être examinées dans une théorie des sentiments moraux. Si nous examinons les plus célébrées et les plus remarquables des diverses théories qui ont été élaborées concernant la nature et l'origine de nos sentiments moraux, nous trouverons qu'elles coïncident presque toutes avec l'une ou l'autre partie de la théorie que je me suis efforcé de développer, et que si l'on considère bien tout ce qui a déjà été dit, nous ne serons pas en peine pour montrer quelle perspective ou quel aspect spécifique de la nature a conduit chaque auteur à former son système particulier. Tout système de moralité qui a jamais eu dans le monde une certaine réputation repose peut-être ultimement sur l'un ou l'autre de ces principes que je me suis efforcé d'exposer. Puisque ainsi ils sont tous fondés sur des principes naturels, ils sont tous dans le vrai d'une certaine manière, mais parce que nombre d'entre eux sont déduits d'une vue partielle et imparfaite de la nature, ils sont nombreux aussi à être dans le faux sous certains aspects. Pour traiter des principes de la morale, il faut examiner deux questions. Premièrement, en quoi consiste la vertu? Ou encore, quels sont le tempérament et la ligne de conduite qui constituent le caractère excellent et digne d'éloge? Ce caractère qui est l'objet naturel de l'estime, de l'honneur et de l'approbation. Secondement, par quel pouvoir ou faculté de l'esprit ce caractère, quel qu'il soit, nous est-il recommandé? Ou en d'autres termes, comment et par quels moyens se fait-il que l'esprit préfère une ligne de conduite à une autre, nomme l'une bonne et l'autre mauvaise, tienne l'une pour objet de l'approbation, de l'honneur et de la récompense, et l'autre pour celui du blâme, de la censure et du châtiment? Nous traitons la première question lorsque nous nous demandons si la vertu consiste dans la bienveillance, comme l'imagine le docteur Hutcheson, ou bien à agir conformément aux différents rapports avec lesquels nous nous trouvons, comme le suppose le docteur Clarke, ou dans la sage et prudente poursuite de notre réel et ferme bonheur, comme cela était l'opinion d'autres auteurs. Nous traitons la seconde question lorsque nous nous demandons si le caractère vertueux, quel qu'il soit, doit nous être recommandé par le biais de l'amour de soi, qui nous fait apercevoir que ce caractère à la fois en nous et chez les autres tend le plus à favoriser notre propre intérêt privé, ou bien par la raison qui nous révèle la différence entre ce caractère et un autre, exactement comme elle le fait entre la vérité et l'erreur, ou bien encore par un pouvoir de perception particulier appelé sens moral,
auquel plaît ce caractère vertueux qui le satisfait, alors qu'il repousse le caractère contraire qui lui déplaît, ou bien enfin par un autre principe de la nature humaine, comme une modification de la sympathie ou quelque chose d'analogue. Je commencerai par traiter des systèmes qui ont été formés pour répondre à la première question et j'examinerai ensuite ceux qui traitent la seconde. Des différentes explications qui ont été données de la nature de la vertu. Les différentes explications qui ont été données de la nature et de la vertu ou du tempérament, qui constituent le caractère excellent et digne d'éloge, peuvent être partagées en trois groupes distincts. Selon certains, le tempérament vertueux ne consiste en aucune affection particulière, mais dans le gouvernement et la direction convenable de toutes nos affections qui peuvent être vertueuses ou vicieuses selon les objets qu'elles poursuivent et selon le degré de véhémence avec lequel elles les poursuivent. Selon ces auteurs, la vertu consiste donc dans la convenance. Selon d'autres, la vertu consiste dans la poursuite judicieuse de notre propre intérêt privé, de notre propre bonheur, ou dans le gouvernement et la direction convenable des affections égoïstes qui ne visent pas cette unique fin. C'est donc l'opinion de ces auteurs que la vertu consiste dans la prudence. Un autre ensemble d'auteurs fait consister la vertu dans les seules affections qui visent le bonheur des autres et non le nôtre. Selon eux, la bienveillance désintéressée est donc le seul motif qui puisse conférer à une action le caractère de la vertu. Il est évident que le caractère de la vertu doit être soit attribué indifféremment à toutes nos affections lorsqu'elles sont convenablement gouvernées et dirigées, soit réservé à une classe ou un genre particulier d'affections. On distingue deux grandes classes d'affections, les égoïstes et les bienveillants. De sorte que si le caractère de la vertu ne peut être attribué indifféremment à toutes nos affections lorsqu'elles sont convenablement gouvernées et dirigées, on doit le réserver soit à celles qui visent directement notre propre bonheur privé, soit à celles qui visent directement le bonheur des autres. Ainsi, si la vertu ne consiste pas dans la convenance, elle doit consister soit dans la prudence, soit dans la bienveillance. Hormis ces trois-là, il n'est guère possible d'imaginer qu'une quelconque autre explication puisse être donnée de la nature de la vertu. Je m'efforcerai de montrer par la suite que toutes les autres explications qui semblent en différer coïncident au fond avec l'une ou l'autre d'entre elles. Premier chapitre, des systèmes qui font consister la vertu dans la convenance. Selon Platon, Aristote et Zénon, la vertu consiste dans la convenance de la conduite, dans l'adéquation de l'affection qui nous fait agir à l'objet qui la suscite. Dans le système de Platon, l'âme est considérée comme quelque chose de semblable à un petit État ou une petite république, composée de trois facultés ou ordres différents. La première est la faculté de juger, qui détermine non seulement les moyens convenables afin d'atteindre une fin donnée, mais aussi les fins qu'il est approprié de poursuivre et le degré de valeur relative que nous devons accorder à chacune d'elles. Platon nommait cette faculté raison, comme il convient de la nommer. Il considérait qu'elle avait le droit d'être le principe directeur de l'ensemble. Sous ce nom, il est évident qu'il comprenait non seulement la faculté par laquelle on juge du vrai et du faux, mais aussi ce par quoi on juge de la convenance ou de l'inconvenance des désirs et des affections. Il ramenait les diverses passions et appétits qui sont les sujets naturels de ce principe directeur, mais si susceptibles de se rebeller contre leur maître à deux classes ou ordres distincts. Le premier consiste en ces passions qui sont fondées sur l'orgueil, ou sur le ressentiment, ou sur ce que les scolastiques appellent la partie irascible de l'âme. L'ambition, l'animosité, l'amour de l'honneur et la crainte de la honte, le désir de la victoire, de la supériorité et de la vengeance. En bref, toutes ces passions qui sont censées naître de ou désigner ce que notre langue nomme communément par métaphore l'esprit ou le feu naturel. Le second consiste en ces passions qui sont fondées sur l'amour du plaisir ou sur ce que les scolastiques appellent la partie concupiscible de l'âme. On y trouve tous les appétits du corps, l'amour du bien-être et de la sécurité et toutes les satisfactions sensuelles. Il nous arrive rarement de manquer à ce plan de conduite que prescrit le principe directeur et que nous estimons être le plus convenable lors de tous nos moments de calme, sauf lorsque nous y sommes poussés par l'un ou l'autre de ces groupes de passions, que ce soit par l'ambition ou par le ressentiment indomptable, ou bien encore par les sollicitations importunes du bien-être et du plaisir. Mais quoique ces deux ordres de passion soient si susceptibles de nous égarer, ils sont toujours regardés comme des parties nécessaires de la nature humaine. Le premier nous a été donné pour nous défendre contre les préjudices, pour maintenir notre rang et notre dignité dans le monde, pour nous faire viser ce qui est noble et honorable, et pour que nous distinguions ceux qui agissent de la même manière. Le second peut pour satisfaire le soin et les nécessités du corps. C'est dans la force, l'acuité et la perfection du principe directeur qu'est placée la vertu essentielle de la prudence, qui
consiste selon Platon en un discernement juste et clair, fondé sur des idées générales et scientifiques quant aux fins qu'il est convenable de poursuivre et aux moyens appropriés pour les atteindre. Lorsque le premier groupe de passions, celle de la partie irascible de l'âme, ont ce degré de force et de fermeté qui leur permettent, sous la direction de la raison, de mépriser tous les dangers, dans la poursuite de ce qui est honorable et noble, elle constitue la vertu du courage et de la magnanimité. Cet ordre de passion, selon ce système, est d'une nature plus généreuse et plus noble que l'autre. Elles sont considérées dans de nombreux cas comme les auxiliaires de la raison, destinées à surveiller et à freiner les appétits inférieurs et brutaux. On a remarqué que nous sommes souvent fâchés contre nous-mêmes, que nous devenons souvent l'objet de notre propre ressentiment et de notre indignation lorsque l'amour du plaisir nous pousse à faire ce que nous désapprouvons. Et de cette manière, la partie irascible de notre nature est appelée à assister la rationnelle contre la concupiscible. Lorsque ces trois différentes parties de notre nature se trouvent en parfait accord les unes avec les autres, lorsqu'aucune passion irascible ou concupiscible n'aspire à une satisfaction que la raison n'approuverait pas, et lorsque la raison ne commande rien que ce qu'elles sont décidées à accomplir de leur propre chef, alors cette heureuse composition, cette harmonie parfaite et complète de l'âme constitue cette vertu qu'ils désignaient dans leur langue par un mot que nous traduisons communément par tempérance, mais qu'on traduirait plus convenablement par bon tempérament, sobriété et modération de l'esprit. La justice, la dernière et la plus grande des quatre vertus cardinales, advient selon ce système lorsque chacune des trois facultés de l'esprit s'en tient à sa fonction propre, sans chercher à empiéter sur celle d'une autre, lorsque la raison dirige et que la passion obéit, et lorsque chaque passion accomplit convenablement son devoir, portant facilement et sans résistance vers son objet convenable, avec le degré de force et d'énergie approprié à la valeur de ce qui est poursuivi. En cela consiste la vertu complète, la parfaite convenance de la conduite que Platon, après certains épithéoriciens anciens, appelle justice. On doit remarquer que le mot qui, dans la langue grecque, désigne la justice a différentes significations, et comme c'est aussi le cas, pour autant que je sache du mot qui lui correspond dans toutes les autres langues, il doit y avoir un lien naturel entre ces différentes significations. En un premier sens, on dit que nous rendons justice à notre prochain lorsque nous nous abstenons de lui faire aucun mal positif, et que nous ne lui portons pas directement préjudice, que ce soit dans sa personne, ses biens ou sa réputation. C'est de cette justice que j'ai parlé plus haut, celle dont l'observation peut être obtenue par la force et la transgression sanctionnée par le châtiment. En un autre sens, on dit on ne rend pas justice à notre prochain si nous n'avons pas pour lui tout l'amour, le respect et l'estime qu'il serait convenable que nous sentions pour son caractère, sa situation et ses rapports avec nous, et si nous n'agissons pas en conséquence. C'est en ce sens qu'on dit que nous sommes injustes à l'égard d'un homme de mérite qui nous est lié, même quand nous nous abstenons entièrement de lui porter préjudice, si nous ne nous employons pas à le servir et à le placer dans cette situation où le spectateur impartial serait satisfait de le voir. Le premier sens du mot correspond à ce qu'Aristote et les scolastiques appellent la justice commutative et Grotius la justitia expletix dans Droit de la guerre et de la paix, qui consiste à s'abstenir de ce qui est à un autre et à faire volontairement tout ce à quoi nous pouvons être convenablement contraints par la force. Le second sens du mot correspond à ce que certains ont appelé la justice distributive et à la justitia attributrix de Grotius qui consiste dans la bienfaisance convenable, dans l'usage adéquat de ce qui est à nous et dans son application aux fins de charité ou de générosité auquel il convient le mieux, dans notre situation, de l'appliquer. En ce sens, la justice comprend toutes les vertus sociales. Il existe parfois encore un autre sens dans lequel on emploie parfois le mot justice, encore plus étendu que le premier et le second, quoique très proche de ce dernier, et qu'on retrouve aussi, pour autant que je sache, dans toutes les langues. C'est dans ce dernier sens qu'on dit que nous sommes injustes lorsque nous ne semblons pas accorder à un objet particulier le degré d'estime, ni le poursuivre avec le degré d'ardeur qu'il pourrait sembler mériter ou être naturellement propre à exciter aux yeux du spectateur impartial. On dit ainsi que nous sommes injustes à l'égard d'un poème ou d'un tableau lorsque nous les admirons pas assez et que nous leur rendons plus que justice lorsque nous les admirons trop. De la même manière, on dit que nous sommes injustes avec nous-mêmes lorsque nous ne semblons pas prêter suffisamment attention à tout ce qui nous intéresse personnellement. Dans ce dernier sens, ce qu'on nomme justice signifie la même chose que l'exacte et parfaite convenance de la conduite et du comportement, et le comprend en elle non seulement le devoir de la justice distributive et commutative, mais ceux
de toutes les autres vertus, de la prudence, du courage et de la tempérance. C'est en ce sens que Platon entend de toute évidence ce qu'il nomme la justice, qui selon lui comprend en elle la perfection de chaque sorte de vertu. Telle est l'explication que donne Platon de la nature de la vertu ou de ce tempérament qui est l'objet convenable de l'éloge et de l'approbation. Elle consiste selon lui dans cet état d'esprit où chaque faculté s'en tient à sa propre sphère sans empiéter sur celle d'une autre et accomplit sa fonction avec ce degré précis de force et de vigueur qui est le sien. Son explication, c'est évident, correspond en tout point à ce que nous avons dit auparavant de la convenance de la conduite.